Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Étudie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le cours sur l'émission et la propagation d'un son. Je vous conseille très fortement de vérifier la version écrite ou bien la version fiche de ce cours sur mon site de révision étudie.super.site. Et n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @etu.dy pour plus d'actualités. Alors sans plus attarder, je commence l'explication du cours émission et propagation d'un son. Pour commencer, je vais parler de l'émission et de la propagation d'un signal sonore. Alors comment un signal sonore est-il émis? Ça veut dire comment le son est-il produit? Alors, une onde sonore ou un signal sonore est émis par la mise en vibration d'un objet. Alors, disons, je veux émettre un son de ma guitare ou bien de mon violon. Lorsque je mets en vibration la corde du violon ou de la guitare, cet instrument produit un son. Et donc, tout son est émis par la mise en vibration d'un objet. Lorsqu'on est en train de parler, nos cordes vocales sont mises en vibration et donc c'est ce qui produit le son de notre voix. Alors une caisse de résonance amplifie le son, c'est-à-dire cette caisse de résonance rend le son plus audible. Dans le cas de la guitare ou du violon, c'est sa forme et les trous qui rendent ce son plus audible et à de plus longue distance. Et donc maintenant, nous allons parler de la propagation d'une onde sonore. Excusez-moi s'il y a un son dans l'arrière-plan, mais il y a des travaux actuellement dans ma maison. Alors, la propagation d'une onde sonore, ça veut dire, dans d'autres mots, c'est la transmission de cette onde sonore. Comment l'onde sonore qui a été émise est-elle propagée? Donc, la vibration de l'objet permet la vibration des entités chimiques constituant le milieu. Le son se propage à cause de la transmission de la vibration de proche en proche sur les entités chimiques. Ça veut dire quoi ça? Disons, j'émets un son dans l'air. Les entités chimiques constituant l'air, c'est-à-dire les molécules qui constituent l'air, vont vibrer. Et cette vibration est transmise de proche en proche, et donc petit à petit. Et cette transmission de la vibration des entités chimiques permet au son de se propager d'un milieu à un autre, ou bien de l'émetteur au récepteur. Attention, il y a une condition pour que le son se propage. On a dit que la propagation d'un son doit signifier la vibration des entités chimiques constituant un milieu. Et donc, pour que le son se propage, le milieu doit être matériel. C'est-à-dire, il doit y avoir de la matière. Il doit y avoir des entités chimiques qui constituent le milieu. Et donc, le son ne se propage pas dans le vide, car dans le vide, il n'y a rien, il n'y a pas de matière. Et donc, il doit y avoir de la matière pour que le son puisse se propager. Maintenant, nous allons parler du signal sonore et de ses nombreuses caractéristiques. Mais avant que l'on parle des caractéristiques, définissons le signal périodique. Un signal périodique est comme celui qui est visualisé devant nous ici, dans ce schéma. Le signal périodique est une succession de motifs élémentaires se répétant à l'identique sur la même période de temps. Et donc là, on observe le même motif se répétant à nombreuses reprises sur une période de temps. Et c'est le même motif qui se répète à l'identique. Le motif élémentaire est le plus petit motif qui se répète. Et donc, je l'ai montré en bleu ici. Ça, c'est le motif élémentaire, c'est le plus petit motif qui se répète. Alors on voit ici, il se répète une fois, il se répète deux fois, et là, c'est le début de la troisième fois.
Bien sûr, ça s'élargit, mais c'est juste un petit schéma pour vous donner une idée de ce qu'est un signal périodique. Alors, la première caractéristique du signal sonore, c'est la période en secondes. La période, c'est une unité de temps et elle est notée T. Ok, grand T, pas petit t, attention, c'est grand T. Et c'est la durée de réalisation d'un motif élémentaire. Et donc, on a le motif élémentaire, la durée que ça prend pour se réaliser. Ah, juste pour votre information, euh, l'unité internationale, c'est la seconde, mais elle peut être exprimée en millisecondes, par exemple. C'est une grandeur de temps. Et donc, c'est la durée de réalisation d'un motif élémentaire. Maintenant, il y a une façon de la trouver avec le plus de précision possible. Comment on fait ça? On trouve la durée, delta t. On note d'habitude la durée en physique, delta t, de plusieurs motifs du signal. Et donc là, on a pris l'exemple de deux motifs élémentaires. Attention, il faut faire attention que les motifs soient complets. On a deux motifs complets à 4 millisecondes. Et delta t ici correspond à 2 fois t. Ça veut dire t, c'est-à-dire la période, ou bien le motif élémentaire, se répète 2 fois durant cette cette durée delta t. Et donc si delta t c'est de 4 millisecondes, et delta t c'est 2t, et donc 2t c'est 4 millisecondes, et t c'est 2 millisecondes. Et donc, lorsqu'on trouve la durée delta t de plusieurs motifs du signal, il faut diviser par le nombre de motifs ou bien le nombre de t pour trouver t. Et donc, c'est comme si l'on résolvait une équation. Disons, on avait pris 10 motifs élémentaires à 40 millisecondes, on aurait fait delta t égale 10t, et donc t égale 40 sur 10 égale 4 millisecondes. Là, dans notre exemple, la période t est de 2 millisecondes. La deuxième caractéristique que nous allons étudier est la fréquence f en Hertz. Cette unité de mesure est appelée Hertz. C'est le nombre de reproductions du motif élémentaire par seconde. Ça, c'est sa définition. Mais comment la calculer? Pour calculer la fréquence, il faut simplement calculer l'inverse de la période, mais il faut s'assurer que la période soit en secondes pour que la réponse soit en Hertz. Et inversement, t égale 1 sur f. Et donc si l'on a la fréquence et l'on veut trouver la période, la meilleure solution est de calculer l'inverse de la période 1 sur f. Et donc t fois f, la période fois la fréquence, égale 1. Dans notre exemple, t égale 2 millisecondes, soit 0,002 secondes. Et donc 2 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Alors, f égale 1 sur t égale 1 sur 0,002 et donc ça nous donne 500 Hz. Et donc ce signal sonore a une fréquence de 500 Hz. Maintenant, la fréquence est aussi appelée la hauteur parce que ça détermine combien un son est audible, combien un son est élevé ou pas, combien un son est aigu ou grave. Et donc, il y a plusieurs fréquences possibles. Alors, il faut connaître ces trois catégories. Les sons audibles par l'homme sont situés entre 20 Hz et 20 000 Hz, soit 20 kHz. Les infrasons, c'est ceux dont la fréquence est de moins de 20 Hz, et les ultrasons sont les sons dont la fréquence est plus élevée et supérieure à 20 kHz, soit 20 000 Hz. Alors, ici, grave, médium et aigu, ce n'est pas nécessaire de les connaître, mais c'est différentes gammes du son. Il y a des sons graves et des sons aigus. Alors là, je fais un son grave. Là, je fais un son aigu. Et donc, il y a une différence avec les fréquences du son.
plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Juste, j'aimerais clarifier que cette image est prise de School Move. C'est un site de révision très bien fait avec des exercices, des cours, des évaluations. Alors, je vous propose de le vérifier. Cette photo ne m'appartient pas du tout. Je ne l'ai pas faite. Elle a été réalisée par School Move. Alors, ce n'est pas ma photo à moi, c'est la photo de School Move. Alors, une troisième caractéristique du son, du signal sonore, c'est son timbre. Le timbre est en fait la forme du motif élémentaire. Deux signaux sonores peuvent avoir la même fréquence ou bien la même hauteur. Ça peut être la même note jouée par deux instruments différents. Et donc ces différents sons, quand je chante un La, et le piano joue un La, c'est la même note, c'est le même niveau, c'est la même hauteur. Mais ce n'est pas la même qualité, si on veut dire, du son, ce n'est pas le même son. Et ça, c'est dû aux différentes formes du motif élémentaire et donc les le différent timbre. Mais il faut savoir que ces deux sons qui ont la même hauteur, ils ont la même fréquence et donc ils ont la même période. Maintenant, deux dernières caractéristiques, c'est l'intensité sonore I en watts par mètre carré. Ça, c'est pas très important, mais on s'intéresse plus au niveau d'intensité sonore L, noté L pour level, L, niveau d'intensité sonore en décibels. Et donc, l'intensité sonore, c'est le niveau du son, ou bien combien un signal sonore est fort. Ça dépend de l'amplitude du son, c'est du signal sonore, ou bien l'amplitude du son. C'est combien le son est fort. Alors plus le son est fort, plus l'amplitude du signal est élevée, et donc plus l'intensité du son est grande. Et pour le niveau de l'intensité sonore, elle dépend de l'intensité du son et permet de caractériser la dangerosité d'un son. Et donc là, nous, d'habitude, on suppose que 85 décibels, c'est où le son commence à être dangereux pour l'oreille si on y est exposé pour une période de temps plus ou moins longue. Mais il y a plusieurs niveaux de dangerosité. Ce n'est pas tout qui est dangereux. Et donc ce niveau d'intensité sonore exprimé en décibels permet de caractériser la dangerosité du son. Et ce niveau est plus souvent utilisé que l'intensité sonore. Alors, merci d'avoir suivi ce cours. Si vous voulez, n'hésitez pas à vérifier mon site étudie.super.site pour plus de cours et d'évaluations pour vous entraîner et pour que vous ayez les meilleurs résultats possibles durant cette année scolaire. Je vous souhaite bonne chance et bonne révision.